Et puis les usineurs ont évolué, ont construit des machines spéciales. Donc on a quelques acteurs dans la région. Je crois qu'il y en a un qui va conclure juste après moi. Donc quand on dit spécial, ça veut dire il y a un besoin spécifique, on met une étude, on construit une machine, parfois une deuxième, mais rarement plus. C'est pas de la machine qu'on va trouver sur étagère. Il y a des gens qui font des machines spéciales, mais en produits propres. Et puis, depuis le début de l'année, nous avons également hébergé les machines pour le caoutchouc, plastique et composite. Tous ces acteurs-là, à une exception près, sont des entreprises françaises. Et sachez-le, j'ai un conseil d'administration qui y tient. Donc, je respecte ce que disent les patrons. Typiquement, pompeusement, ce que j'appelle notre business model, donc intervenir auprès des entreprises, soit par anticipation, donc avec, si l'on parle d'atelier de prospective par exemple, c'est d'essayer, commercialement parlant, de leur donner le quart d'heure d'avance. Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se décider sur tel secteur à tel endroit. Puis après, je ne suis pas leur directeur commercial. L'immédiat. Alors, ça arrive, allô Fabrice, je suis dans la merde. Et bien dans ces cas-là, notre métier, c'est de faire en sorte qu'on sorte de cette situation pas forcément agréable. Parce qu'un chef d'entreprise, parfois, il lui arrive un truc, et bien il est tout seul, et il ne sait pas du tout comment répondre à ce truc-là. Hop. Donc le court terme, c'est d'essayer de sentir au mieux les évolutions chez les clients. En moyen, un petit peu plus long terme, eh bien, nous aimons bien nous réunir, nous, dans des centres de recherche, dans des labos, parce qu'ils développent plein de super technos. Et ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise, il voit ces technos-là, ou le directeur technique voit ces technos-là, elles sont sur étagère, qu'il puisse les prendre et les mettre dans son produit ou son service. Et puis, évidemment, du long terme, avec des actions de lobbying et d'autres. Puis on a également tout un paquet de choses au quotidien à travers du juridique, fiscal, environnement et que sais-je. Voilà. Alors, les points d'échange. Donc là, point d'échange, ça veut dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, youpi, construisons ensemble. Bah oui. Alors, on va aborder l'utilisateur. On est toujours dans notre optique, Fab Lab, Industrie 4.0, Industrie du futur, Industrie traditionnelle. Comment ça s'organise tout ça? Comment on va pouvoir tirer tout ça par le haut? Donc, les évolutions aussi bien techniques ou technologiques qu'organisationnelles. Et ça, l'objectif, il est simple. Et là, j'insiste. Voyez, utilisateur, techno, organisation, c'est vraiment pour développer l'entreprise. Mais aussi se développer soi. Puis évidemment, je vous proposerai de conclure. Alors, l'utilisateur, c'est quelqu'un qui, avant tout, va travailler véritablement au sens artisan. Quelqu'un qui va sentir son produit, son métier. Aujourd'hui, on automatise, on a des grandes chaînes de production de gâteaux. Il y a des gourmands dans la salle ou pas? Oui. Ça n'a pas l'air. Heureusement, il y en a un. Bon. Puis les gâteaux, vous savez, au lieu de faire... donc l'artisan pâtissier, lui, va faire gâteau par gâteau. Ça va coûter 4, 5 euros, je ne sais plus, chaud régime. Bon. Par contre, industriellement parlant, on va nous faire des kilomètres de gâteaux et on va faire une découpe au jet d'eau. De façon nette et précise. Et on croira que ça a été fait à chaque fois individuellement. Et c'est humain au départ. Sa grande qualité, c'est de savoir son produit, de le connaître sa rhéologie, sa loi de comportement. Typiquement, est-ce qu'il y a des... Alors, on va toujours parler de pâtisserie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà, par exemple, fait une tarte aux pommes? Bon, là, il y en a qui les a mangées. Vous vous êtes aperçu que la tarte, eh bien, suivant si votre pâte sort du frigo ou si vous venez juste de la travailler puis vous l'avez laissée, il fait 30 degrés, elle va être plus ou moins malléable. Et ça, c'est l'intelligence humaine qui va comprendre et qui va savoir piloter les doigts. Tout simplement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent absolument tout ce qui peut passer par leurs mains. D'ailleurs, c'est pour ça que la fondation Bettencourt-Schuller a un prix de l'intelligence de la main. Si vous voulez candidater, je crois que c'est 100 ou 200 000 euros le prix.
mais parce qu'on ne sait pas toujours pourquoi on y arrive. Et c'est pour ça qu'on a besoin derrière de mettre un petit peu de science. Alors vous voyez, les matériaux, typiquement, on peut leur tirer, leur pousser sur le nez pour voir un petit peu comment ils vont se comporter. Puis l'utilisateur, ce qui va être génial, ou ce qui est déjà génial avec le Fab Lab, eh bien, c'est que c'est quelqu'un qui va devenir acteur véritable de sa formation. Parce qu'aujourd'hui, ici, qui a déjà travaillé le vinyle? Alors, je ne pose pas la question, qui maîtrise le travail du vinyle? Voilà, bon. Or, demain, peut-être que pour faire tel ou tel produit, il va nous falloir acquérir cette connaissance. Alors, qui aujourd'hui, ici, a les moyens de s'acheter une plaque de vinyle, les machines, les ciseaux, je ne sais quoi? Qui peut le faire? J'avais parlé d'échange. Bon, ce qui est génial, c'est qu'on a le Fab Lab. Il y a tout ça. Et puis surtout, au Fab Lab, on va avoir une ressource extraordinaire, c'est le Fab Manager. On n'est pas tout seul. Je ne sais pas, il est encore avec les machines? Bon. Donc ce qui est très bien dans le Fab Lab, c'est que l'humain va pouvoir s'auto-former. Il va pouvoir se former sur un certain nombre de technos pour lesquels le système d'éducation, formation, n'a pas encore pu apporter la réponse. Parce que pour avoir travaillé avec l'éducation nationale à construire des programmes de formation, bon, il y a toujours un petit peu de latence. On a besoin d'un petit peu de temps. Là, ce qui est génial, c'est que vous avez envie de toucher au vinyle, vous y allez, vous prenez vos 2 jetons et ça marche. Et puis quand on va intégrer cette évolution, ce qui va être sympa, c'est qu'on va pouvoir échanger. Tiens, t'as fait comment? Ah, tu t'es planté? Ok, j'essaye de faire autrement, ça va marcher. Et puis on va vouloir monter encore d'un cran, et puis on ira sur Internet chercher des MOOC, les universités numériques, pour ne pas les citer, qui sont de formidables leviers d'évolution. Alors, il y a une évolution aussi technologique. Dans début des années 70, donc j'ai vu beaucoup de présentations avec du numérique là depuis quelques minutes à travers les pitchs. Je sais que vous êtes gourmand, mais que vous savez aussi pianoter. Alors, il y a un pont à organiser entre le traditionnel et le numérique. Alors, vous le connaissez ce pont? Oui. Alors, si j'ai pris celui-ci, c'est pas innocent. C'est pas parce que je crois que c'est le pont du Rialto à Venise. J'ai pas voulu montrer l'aspect architectural ou touristique. Mais regardez la spécificité de ce pont, vous voyez, c'est qu'il est couvert. Donc ça veut dire que grâce au Fab Lab, on va pouvoir passer du traditionnel au numérique ou le contraire, quand même avec une certaine sécurité. Même s'il pleut, on reste couvert. On n'aura pas dépensé des 1000 et des 100 à essayer de passer de l'un à l'autre. On a un outil pour se faire la main et on est accompagné par le Fab Manager. Alors, dans les années 70, il y a eu aussi des évolutions organisationnelles avec tout ça. Rappelez-vous, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont dû connaître ça en mai 68. Ah, ça rappelle des choses. Bon. Qui y était? Ah non, ils ont gardé les sacrés bras. Bon, il y a eu une révolution avec l'arrivée de ces trucs-là. Ça a changé. Vous avez toujours les mêmes? Mais regardez, typiquement, une commande numérique, ça ressemblait à ça. Quand j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, j'ai appris à travailler sur commande numérique. Ça ressemblait à ça, l'affaire. Bon, les premiers ordinateurs, quand j'ai commencé à savoir où était le bouton on-off, ils ressemblaient déjà plus à ça. Mais j'ai appris l'usinage à coup de 45. Ah oui. Mon père chose du 45. Donc quand je prenais le tour de la fraiseuse à la maison, si je faisais une connerie, pour pas les enfants, si je faisais une grosse bêtise, c'était à coup de 45 que j'ai appris le métier de l'usinage. Bon. Et ce qui veut dire par là, c'est que dans le même temps, ça m'a appris aussi à connaître la matière.
Parce que quand je prenais quand j'avais un outil dont l'arête est de cette longueur sur un tour, j'allais pas prendre une passe comme ça. Or, avec la commande numérique, celui qui ne sait pas de quoi il cause, il programme, hein, j'ai une arête de 5 mm, je programme une passe de 50, la machine elle y va. Hein. Par contre, je ne vous dis pas les flammes. Voilà. Donc, alors cette évolution organisationnelle a entraîné un certain chaos. Hein, parce que entre la vapeur, le diesel, l'électrique, etc., tout cet enchevêtrement, parce que il y a une petite cinquantaine d'années, donc on a quand même eu un sacré paquet de révolutions. Avec l'ordinateur, les méthodes de gestion ont changé. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Hein. La conception, avant, j'ai appris, moi, le plan, papier, crayon, le thé, la planche, le compas, etc. Je crois qu'on est quelques-uns à avoir pris ça. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt souris, 2, 3, 4, 5 écrans. La fabrication, on vient d'en parler avec le commande numérique, et puis également les systèmes de validation et autres. Hein, aujourd'hui, avant, quand on voulait faire un virement, on allait à son guichet à la banque. Bon, maintenant, je prends ma souris, paf, paf, en 3 minutes, le virement est fait. Alors, cette évolution organisationnelle, vous devez connaître cette citation, elle n'est pas de moi, c'est de John E. Pepper, qui rappelle bien que c'est toujours le plus rapide qui va manger le plus lent et non pas le gros qui va manger le petit. Ben oui, c'est tout à fait ça. On a un magnifique exemple qui a notamment commencé dans la région. Vous connaissez le groupe pharmaceutique Sanofi? Au départ, un tout petit Sanofi a mangé un plus gros qui s'appelait Saint-Élabo. Ça s'appelait Sanofi Saint-Élabo. Puis ça a mangé Hoechst Marion Roussel. Puis ça a mangé Aventis. Maintenant, ça s'appelle toujours que Sanofi. Mais au départ, un tout petit truc. Je crois que c'est devenu la deuxième capitalisation boursière française et puis le deuxième ou troisième labo mondial. Seulement, ils ont été plus rapides, plus imaginatifs que les autres. Alors, ça nous éloigne peut-être du Fab Lab, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises, elles sont en train de muter par rapport à leur innovation. Il y a quelques entreprises qui, un jour, ont vraiment été bloquées. Elles sont passées sur l'open innovation. C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de cette innovation, je mets ça sur la table, ça vend du monde entier, mettez-vous dessus, et puis on partage les bénéfices. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que des grandes entreprises, eh bien, pour doper leur innovation, pour doper leur culture, elles mettent un espace à disposition, elles mettent du temps pour ces gens-là, eh bien, on va avoir des espèces de micro-entreprises qui vont faire jaillir tout un paquet de nouvelles idées pour demain et après-demain. Et ça, culturellement parlant, ça peut être un sacré choc dans l'entreprise. Et puis, on va avoir très rapidement, et là, il y a des sacrées ressources dans cette région, des besoins de maintenance à distance et autres, avec à nouveau des choses à développer, choses nouvelles. Alors, le Fab Lab, pour moi, ça peut servir complètement la stratégie d'une entreprise. En sens où ça peut être un superbe outil de formation des acteurs. Et quand je parle des acteurs, c'est aussi bien celui qui va être capable de travailler le produit qu'également le manager, parce qu'il faut qu'il aille comprendre ce qui se passe. Ça permet, comme on a un petit peu insisté dessus, de faire des vrais tests à grandeur nature pour un coût vraiment très raisonnable. Hein. Avant de mettre un billet sur la table pour acheter une machine, ben non, on peut faire un truc, on peut aller se dégrossir les mains. Et puis également, ça peut être une forme de dynamique d'entreprise. Hein. Encore une fois, revenons sur la phrase de Pepper juste avant, c'est le plus rapide qui mange toujours le plus lent. Donc soyons dynamiques. Alors voilà, j'ai fini de vous endormir en fin d'après-midi, je vous propose de conclure. Donc tout ça, à nos yeux, ça ne marche et ça ne sert, c'est vraiment que par et pour l'humain. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure à la radio, on va parler de l'homme avec un F. F comme femme. Et puis, Fab Lab, bravo à l'initiative de la Co, parce que
aujourd'hui, c'est une véritable opportunité pour plein de gens. Alors, des gens qui ont envie de se faire plaisir, qui sont des créatifs, qui ont envie de se faire plaisir, des gens qui ont peut-être besoin de changer leur dynamique et puis peut-être d'organiser une réorientation professionnelle, mais aussi des gens qui sont en recherche d'emploi et puis qui ont quand même un petit peu de volonté. Cette volonté, ils vont la mettre au service de leur apprentissage d'un nouveau métier et puis je dirais même 2 nouveaux métiers au pluriel. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, si vous avez des questions. Vous avez vu, j'en ai pas endormi un seul. Super. L'autre jour, il m'a appelé, il m'a dit, tu fais gaffe, tu me les endors pas. Pas qui marche maintenant. Voilà, je vais enchaîner rapidement parce que 20 minutes. Non, ça va, 20 minutes chacun. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est essayer de vous montrer en quoi les nouveaux procédés de fabrication, notamment additifs, vont impacter vos industries, vos entreprises, et pas seulement sur de l'industrie lourde. Donc ERM, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est sur Carpentras, on est une société d'ingénieurs et techniciens. Historiquement, on travaille dans l'équipement des centres de formation, donc universités, grandes écoles d'ingénieurs, IT, etc. Et de fait, ces gens-là, rapidement, nous ont demandé de nous pencher sur justement l'impression 3D, les découpes laser. Donc on a créé une division qui s'appelle ERM Fab & Test. Et au sein de cette division, alors soit on conçoit et on fabrique certains produits, notamment dans de la découpe jet d'eau, ou sinon on a des partenariats avec des fabricants sur des imprimantes 3D et autres. Et notre objectif, c'est d'accompagner des industriels sur la façon d'intégrer ces moyens-là dans leurs services de conception, bureaux d'études, les services maintenance dans la production et autres. Voilà, alors quelques moyens mis en œuvre. Donc de l'impression 3D métal, on va vous montrer ça, aujourd'hui ça se fait et ça se démocratise. De l'impression 3D sur des matériaux composites, pour avoir des pièces légères et rigides. Sur des résines, donc des choses qui sont également beaucoup utilisées dans la médecine, les dentistes et autres. Des coupes gravure laser, donc on a une petite machine qui a un démo en bas. Du scanner 3D pour reconstituer des formes, des fichiers numériques à partir de formes réelles, et ainsi de suite. Il y a 3 grands métiers, 3 grands services qui vont être impactés au niveau d'une entreprise. Donc c'est la conception, le bureau d'études, donc arriver à concevoir rapidement, faire des itérations de produits sur de nouveaux produits, de nouveaux emballages. Ensuite, on a eu la maintenance. Donc par ordre, on a eu d'abord les bureaux d'études qui sont venus nous voir, après la maintenance, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec l'impression 3D, on arrive à créer des outils beaucoup plus rapidement. Donc on va gagner du temps, des lignes de production qui sont plus souvent disponibles, des coûts d'outillage beaucoup moins chers. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui font de la fabrication. C'est-à-dire sur de l'unité, de la petite série, voire de la moyenne série, l'impression 3D va pouvoir se positionner face à des procédés plus traditionnels tels que l'injection ou l'usinage. Voilà, donc le procédé le plus classique, c'est l'impression FDM, du dépôt de fil. Donc, si tu veux mettre la petite vidéo, Pierre. Donc, globalement, on va extruder un fil plastique et puis on vient le déposer couche par couche sur un plateau. Alors, donc ça, c'est la suivante. Voilà, celle-ci, c'est bien. On peut la mettre en grand. Donc là, ça va moins vite dans la réalité, ça c'est un accéléré. Mais bon, on voit bien le principe, donc on prend une bobine de fil, on vient la faire passer par une toute petite buse et on vient déposer des couches successives de matière. Avec ça, on travaille sur à peu près tous les thermoplastiques, donc de l'ABS, du PET, du nylon, du polypropylène, etc. Et on peut également travailler sur différents aspects. Donc, si tu veux fermer le... Voilà. On peut travailler sur des matériaux chargés bois, chargés pierre, chargés métal, pour donner également des aspects. Ici on a un exemple, donc c'est de nos partenaires qui s'appelle Markforged, c'est une société américaine qui ont conçu une imprimante qui imprime des pièces en fibre composite longues. Donc en fait on a une enveloppe en nylon et à l'intérieur on vient mettre des brins de fibres composites longues, ce qui permet d'avoir avec des thermoplastiques et des composites des pièces aussi rigides que de l'aluminium, en étant 2,5 fois plus légères. Donc ici le maillon de chaîne que vous voyez à droite, c'est un maillon de chaîne qui doit être gros comme ma main et qui a cassé à 10 tonnes. Donc on a mis 10 tonnes sur le maillon de chaîne avant d'arriver à le casser. Donc là, vous comprenez bien l'intérêt pour faire des outillages. Tel que vous voyez en bas à gauche, on va avoir des outils qui vont être durables, qui vont être résistants au couple. Donc ça va être notamment utilisé par des usineurs pour faire des montages d'usinage et autres.
Les budgets, voilà, on va commencer en impression à fil, on est sur 1000 euros, 1000 euros et plus, 5000, 10 000, 15 000, donc c'est des budgets qui sont totalement accessibles à de nombreuses entreprises. Voilà, alors si on monte un petit peu en complexité, on va attaquer des thermoplastiques d'ingénierie. Donc ce sont des plastiques qui vont fondre à 350 degrés, donc là vous avez des petits échantillons. Et c'est ces plastiques qu'on va retrouver notamment sur des engins roulants ou volants. Donc dans les trains ou dans les avions, ils sont obligés de passer sur des thermoplastiques haute performance, qui sont résistants aux flammes, qui ont des résistance aux produits chimiques et qui sont très stables. On peut également faire des implants corporels, donc ça commence à arriver dans la médecine. Et également, ils ont une capacité à avoir une étanchéité importante quand on vient les imprimer en 3D. Donc déjà quelque chose un peu plus avancé. Un autre procédé différent, où là on va aller chercher du détail, c'est de la photopolymérisation de résine. Donc Pierre, si tu veux mettre une petite vidéo. On a un bac de résine, et en fait avec un apport de lumière, on vient la durcir. Et on va arriver à faire des pièces très précises, telles que le visage que vous voyez précédemment. Donc là vous avez là en plus le chronomètre. Donc ça c'est une machine américaine. Vous verrez qu'en quelques minutes, je crois en 13 minutes, on est arrivé à concevoir une dizaine de figurines, de boules de mémoire. Donc à chaque fois que le plateau descend, il y a un DLP, donc un projecteur tel que celui-ci, qui vient solidifier la résine. Voilà, hop, c'est fini. Donc en 15 minutes, on a produit 6 objets. Voilà, donc là on a des choses qui sont très rapides en termes d'impression, et puis on a surtout un procédé qui va permettre de respecter énormément les détails. Donc on le voit là sur la dentition sur le visage, donc c'est notamment très utilisé par les joailliers et les dentistes. Donc ce sont deux métiers qui sont fortement impactés par l'impression 3D aujourd'hui. Bon, le système, alors là pareil, on monte un petit peu un budget sur de l'impression de poudre. Donc en fait on a un rayon laser qui vient solidifier de la poudre de polyamide, PA11, PA12, polystyrène. Encore une fois, on a un procédé qui nous permet d'avoir des pièces de haute précision, respecter des détails, et on va aller chercher de la complexité. L'exemple en bas à droite, donc c'est sur une centrifugeuse, on a remplacé 32 pièces individuelles qui constituaient le stator ou le rotor par 2 pièces imprimées en 3D, plus une couronne en acier. Voilà. Donc là, on va arriver à simplifier des assemblages complexes de pièces pour que d'un seul coup, on imprime une pièce qui ait une fonction entière. Ça, c'est un principe général de l'impression 3D, c'est la capacité à faire des topologies complexes. Après, on peut faire de la couleur aussi. Donc, c'est un autre procédé qu'on appelle multijet, où en fait, on travaille sur des jets de micro-gouttelettes qui sont ensuite solidifiés par de l'apport d'énergie. Donc là, il y a notamment HP là, qui vient lancer une machine qui connaît un grand succès. Donc, vous avez des exemples à droite et on peut gérer du multicolore. Donc là, on va pouvoir faire des objets en 3D avec plusieurs millions de couleurs. Par contre, on est sur des budgets qui commencent à piquer un petit peu plus. Voilà, la machine HP, même 100 000, je suis gentil, c'est plutôt 250 ou 300 000. Donc là, déjà, on va rester sur des budgets de sociétés spécialisées. Sur le métal, donc là, c'est une des grosses révolutions en passe de concrétiser. Donc notamment, on a un partenaire fabricant qui s'appelle Marforge, qui a sorti une machine qui s'appelle la Metalix, où on est sur des budgets de 120 000 euros. Donc 120 000 euros aujourd'hui, c'est le prix du centre d'usinage. Un bon centre d'usinage en 3 axes ou en 5 axes, ça va coûter ces prix-là, voire plus cher. Et on va pouvoir faire ce genre de pièces. Donc vous voyez un peu, ce qui est intéressant, c'est les coûts et des pièces. Donc par exemple la turbine ou le support pour avion, la troisième pièce. On avait une pièce usinée qui coûtait dans les 1800 $, pièce imprimée en 3D en 33 $. Voilà. Donc on va diviser, ça c'est des facteurs assez classiques. Alors là c'est peut-être un petit peu ambitieux parce que c'est les pièces du fabricant. Mais de manière générale, nous, quand on travaille sur nos propres machines, on constate qu'entre une pièce usinée et une pièce imprimée, on a un facteur 5 et un facteur 10 en gain, en prix de revient pour nous. Sur quel niveau de série? Pardon, sur quel niveau de série? Là, sur des machines comme ça, alors on va aller aussi vite, peut-être un peu moins vite qu'un centre d'usinage. Par contre, on va faire des pièces plus complexes. Et après, on est certes relativement lent, mais on peut mettre plusieurs machines en parallèle. Donc ça veut dire qu'on va faire travailler les machines en parallèle pour avoir une production importante. Voilà. Et là, dans ce cadre-là, c'est un procédé assez intéressant où la poudre métallique est noyée dans du plastique. Et en fait, on a une deuxième passe où on vient sublimer le plastique pour garder le métal. Pour ça, je pourrais en parler un petit peu plus en détail si vous le souhaitez. Le procédé traditionnel d'impression métallique, c'était encore une fois de la poudre laser qu'on vient lasérifier, enfin solidifier, fusionner. C'est une solution qui existe depuis plus de 20 ans, où on va avoir de très bons résultats en termes de respect des délais. Aujourd'hui, c'est un process qui est qualifié dans l'aéronautique.
Ça veut dire que tous les avions conçus aujourd'hui embarquent des pièces imprimées en 3D, et même sur des avions existants, il y a des pièces qui le sont également. General Electric avec Safran, ils ont aujourd'hui les injecteurs des moteurs du LEAP, qui est le moteur d'avion le plus vendu au monde, sont faits en impression 3D. Donc si c'est mis dans le moteur d'avion, c'est qu'il y a une confiance importante sur les procédés. On peut faire... pardon, je passe un petit peu vite. Voilà également de l'or. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais aujourd'hui il y a un procédé qui a été validé pour fabriquer des bijoux en or directement en impression 3D, à partir de la poudre aurifère. Bon, voilà, au niveau automobile, des échangeurs, des dents, enfin, des couronnes, etc. Voilà, alors je sors un peu l'impression 3D, le scanner 3D, donc ça aussi ça intéresse grandement bon nombre d'industries, pour trois principales utilisations, donc du reverse engineering. Donc ici on a une moto ancienne, on veut adapter, enfin on veut remplacer une pièce ou faire du tuning sur cette moto là, on va la scanner, on va récupérer la forme et à partir de là on peut reconcevoir des pièces autour de ça. Donc là on va gagner beaucoup de temps de conception. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de bureaux d'études qui travaillent avec des scanners 3D, et on est sur des budgets de 3 000 à 20, 30, 40, 50 000 euros suivant les performances. Le deuxième grand usage, c'est du contrôle dimensionnel. Aujourd'hui, avec le scanner, on va être capable de lancer un contrôle je dirais quasiment automatique sur une pièce. Donc on met la pièce sur un plateau rotatif, elle va tourner, et on va programmer des points de contrôle. Qui sont, c'est ce que vous voyez ici. On peut aller jusqu'à des précisions d'une dizaine de microns. Donc ça veut dire que là déjà sur la fabrication mécanique, on arrive à sortir des précisions de contrôle importantes. Voilà, découpe gravure laser, bon, on en a une en bas, on peut découper beaucoup de matériaux, plastique, bois, papier, carton, caoutchouc, etc. Les graver, les marquer à partir d'une image. Ici, ça s'est fait avec du laser. Ça veut dire qu'on a pris une surface de bois ou de carton, on a pris une image en JPEG, et derrière, avec un logiciel, on vient reconstituer les niveaux de gris sur l'image pour faire un marquage. Donc on peut travailler sur n'importe quelle surface. Donc, je pense que ce matin et cet après-midi, ils ont dû utiliser ce procédé-là. On peut faire du marquage sur tout type de matériaux. La découpe jet d'eau, donc ça c'est un petit peu notre dada, parce que là on fait de la conception. Donc on a notamment une petite machine en haut gauche qui s'appelle TinyJet, qui est la première machine au monde à travailler à 1200 bars. Alors vous me direz, bon, 1200 bars, quand on peut travailler à 4000 ou 6000, c'est pas très compliqué. Ouais, mais il y avait un creux de marché, on s'est positionné dessus. Aujourd'hui on a une machine qui va tourner dans les 20 000 euros et qui permet de découper 3-4 mm d'inox et 4-5 mm d'aluminium. Sur des grosses machines qui sont plutôt dans les 100 000 euros, telles que celle-ci, à 4000 ou 6000 bars, avec des têtes 5 axes, on est capable de faire des pièces complexes. Donc là, en fait, c'est l'eau, c'est le pouvoir, c'est la pression de l'eau mélangée avec de l'abrasif, où en fait on a un effet de lime qui va permettre de travailler les matériaux. Et puis on peut travailler, alors là c'est vraiment le couteau suisse, comme je disais, des métaux, de la pierre, des mousses, tout type de matériaux. Voilà, alors la métamorphose des métiers. Alors au niveau de la conception, quelles sont les grandes lignes directrices? Déjà, c'est une fabrication de pièces légères. Aujourd'hui, avec de l'impression 3D, on n'est pas obligé de travailler sur la matière brute. Donc on vient imprimer du nid d'abeille, on va imprimer des pièces complexes telles que celle-ci. Donc on va alléger les pièces, on va gagner en matière, et on va dépenser seulement la matière nécessaire. On peut travailler sur des topologies complexes. Ici, c'est un implant de hanche humaine en titane. Donc on va faire des choses en termes de conception qui sont aujourd'hui impossibles à faire en traditionnel. Aujourd'hui, il y a des universités, alors aux États-Unis, on aura discuté avec certaines, et je pense qu'en France c'est pareil, ils interdisent sur certains projets d'utiliser l'impression 3D. Parce que c'est tellement maléfique que les étudiants ils peuvent tout faire en impression 3D et du coup ils n'apprennent plus les méthodes traditionnelles. Donc bon voilà, il y a vraiment un intérêt très fort. On va réduire les temps de développement. Donc aujourd'hui, ça c'est une expérience qu'on vit chez URM. On est sur un projet de développement, on va dessiner une pièce, on la lance le soir. En rentrant à la maison à 6h, la pièce s'imprime toute la nuit, le lendemain matin à 8h, elle est disponible. Donc on va vérifier les dimensions, on va vérifier l'assemblage, etc. Si c'est bon, tant mieux, si c'est pas bon, on relance une itération. Avant, il nous fallait 3-4 jours, 5 jours, une semaine avant de la faire sous-traiter et de la récupérer. Et puis, bon, là, pour la petite histoire, on va se rapprocher, de par la capacité à faire de la complexité, on va se rapprocher de structures bioniques, sur des bras de robots, voilà. Donc là, ça ouvre des champs de conception. Deuxième domaine, c'est la fabrication. Donc, comme je l'ai dit, on peut fabriquer des pièces fonctionnelles. Donc là, ici, c'est un exemple de pièces d'avion. Et ça amène une grande flexibilité. Aujourd'hui, la seule matière d'œuvre nécessaire, c'est de la poudre ou c'est du fil. Il n'y a pas de chute de production. On n'a pas besoin de stocker des plaques, on n'a pas besoin de stocker des brutes, on n'a pas besoin de stocker différentes matières. On a des bacs de poudre ou des bobines de fil et c'est parti. Donc ça donne beaucoup de flexibilité dans les usines. On va réduire les délais d'approvisionnement. Voilà, on fabrique à la demande. Quasiment le lendemain ou le surlendemain, on a une pièce qui est disponible. Donc là, c'est un exemple de semelle orthopédique qui maintenant
qui sont conçus en 3D dans certains cas. Donc là, on a des clients orthopédistes, là, sur Marseille notamment, qui fabriquent comme ça. Les coûts de fabrication, donc on va avoir dans certains cas des coûts qui vont être largement réduits, notamment sur des coûts de conception de moules, ou sur des petites ou moyennes séries, où là vraiment l'impression 3D est très compétitive comparée à de l'injection ou de l'usinage. Et aujourd'hui, on a également une réduction des stocks de matières premières, de déchets de production et de produits finis. La photo que vous avez ici, c'est un KTM, le fabricant de moto, vous connaissez peut-être sur le Paris-Dakar. Aujourd'hui, tous leurs bouchons de cadre sont faits en impression 3D, avec une machine qui coûte 5 000 €. C'est une machine qu'on propose à des clients. Du coup, plus de moules d'injection, donc ils vont économiser les moules. Quand on fait l'injection plastique, il faut qu'on lance 200, 300, 500, 1000 pièces. Là, plus besoin, ils vont lancer les pièces à la demande. Facile et rapide et des gains importants. Alors là, j'en ai loupé un. La maintenance. Ah non, ça c'est des exemples. D'accord. Donc là, quelques exemples de fabrication. Donc ici, des boîtiers plastiques, donc sur une télé, sur des équipements de personnalisation. Train d'atterrissage de drone, imprimé en 3D. Ici, alors ça c'était pour du prototype sur un petit véhicule de course. Donc là, on a même des pièces. Alors là, il y a de la recharge en fibre, donc c'est pour ça qu'on a une telle rigidité. Mais on va pouvoir travailler sur des projets spéciaux. Sur du dentaire. Donc ici, ce que vous voyez, il doit y avoir une cinquantaine de couronnes dentaires qui sont imprimées en 3D. C'est-à-dire qu'on va lancer une impression. Alors, on a scanné un certain nombre de dents, le dentiste a fait son travail, et on lance la fabrication d'une soixantaine de couronnes. Le lendemain matin, le dentiste ou le laboratoire dentaire va récupérer ces couronnes. Donc là, on est sur la fabrication, ça c'est actuel. En termes de maintenance, donc des coûts d'outillage fortement réduits. Ici, vous avez un exemple de guide de centrage. Le guide est imprimé en 3D. Et là, sur les outillages, alors là, le gain il est énorme. Ça veut dire qu'on va diviser par 10 les coûts, les outils sont disponibles le lendemain. Là, il faut se poser. Aujourd'hui, toute industrie doit se poser la question de comment il fait fabriquer ces outils. Donc, des réparations plus rapides. Bon, on a une pièce qui est cassée. Derrière, on va appeler le fabricant. Il va nous faire une offre au bout de 2 jours. On va passer commande. Bon, voilà, au mieux, on a 15 jours après, on a la pièce. Voilà. La pièce cassée, vous la scannez, vous la redessinez en 3D, et puis on va la réimprimer. Au pire, si on n'est pas sur le même matériau, ça permettra de patienter jusqu'à ce que la pièce en bonne matière arrive. Et au mieux, on y va. Il y a 2 jours, j'étais avec Bosch, donc l'usine de Rodez, qui est une des usines les plus performantes de France. Aujourd'hui, leurs outils ils utilisent 2 imprimantes 3D à 2000 ou 3000 €, des petites imprimantes. Et déjà, ils arrivent à faire de la production d'outils. Et à leur stade, ils ont déjà commencé comme ça, ils ont trouvé de gains importants. Donc des outils disponibles rapidement, ça j'en ai parlé, et avec des fonctionnalités avancées. Aujourd'hui en impression 3D, on va pouvoir ajouter des fonctions électroniques dans les outils. Donc là par exemple, vous avez des tags de localisation qui sont sur une clé. Derrière, on va être capable de localiser la clé dans une usine. Voilà, sur du traditionnel, en usinage, on ne va pas pouvoir faire ça. Et enfin, en SAV, donc il y a des sociétés comme Seb, Bosch, UPS ou autres qui ont des politiques assez actives sur le sujet. On ne va plus avoir de stock de pièces détachées. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont ouvrir des Fab Labs locaux, donc proche des bassins de consommation, donc au niveau régional ou national. Et quand il y a des demandes de pièces, on va les fabriquer directement en impression 3D. Voilà. Ici, c'est une tireuse de bière, je ne sais pas d'où elle vient, mais bon. Ça, c'est imprimé en 3D. Voilà, donc ici, quelques exemples d'outils. Vous avez compris le principe, je vais passer assez rapidement. Voilà, alors là, c'était un cas un peu particulier, un cas qu'on connaît bien. C'est sur des effecteurs de bras de robot, donc ils viennent saisir des pièces. Donc là, on est sur du polyamide chargé ferreux de carbone. Globalement, on a le gain par ensemble d'outillage était de 280 €, soit 97% du prix de la pièce, enfin d'outil. La machine coûte dans les 10 000 €. Donc la machine a été remboursée en 1 mois et demi par le client. Mais voilà, après il faut le savoir, il faut se poser la bonne question, il faut mener une réflexion sur le sujet. Alors maintenant, vous avez compris un petit peu les enjeux. Alors quelques exemples pour vous faire cogiter. Donc dans l'aéronautique, les pièces métalliques de moteurs d'avion, j'en ai parlé, bon, ça c'est un modèle réduit. Aujourd'hui, General Electric, ils ont quantifié à 4 milliards € leur investissement en imprimante 3D d'ici 5 ans pour couvrir leurs propres besoins en interne de fabrication que pour l'aéronautique. Et la réflexion derrière, c'est que finalement, ils ont racheté 2 fabricants d'imprimantes 3D. Plutôt que de donner 4 milliards, dépenser 4 milliards, ils ont acheté les fabricants. Thales, ils ont annoncé ça il y a 2 semaines, ils ouvrent à Tanger au Maroc une usine dédiée à la fabrication d'additifs métalliques pour l'aéronautique. Donc là, ils vont avoir 10, 15, 20, 30 machines et en parallèle, ils vont imprimer les pièces.
Sur les thermoplastiques, donc Airbus, l'année dernière, ils ont validé un matériau qui s'appelle l'Ultem, qui est un matériau non inflammable, donc un partenariat avec Stratasys. Sur la 350XWB, il y a déjà 1000 pièces qui sont imprimées en Ultem pour la cabine, dans la cabine. Et c'est des avions dont la conception a commencé il y a quelques années. Donc sur les prochaines générations, on va aller encore bien au-delà. Automobile. Alors ça c'est amusant, il faut aller voir leur page web, ça s'appelle Local Motors, c'est une société américaine qui conçoit des véhicules imprimés en 3D. Et leur objectif, donc c'est collaboratif open source, leur objectif c'est de créer des mini-usines locales ou régionales, voilà, pour fabriquer des véhicules qui seront ensuite utilisés par des collectivités, par des écoles, voire même par des particuliers. Au niveau voiture, alors aujourd'hui, vu les quantités dans l'automobile, on est plutôt sur des voitures de sport ou de compétition. Mais bon, ça va très vite là aussi. Donc bien sûr, en Formule 1, voiture de course, on va chercher l'allègement de poids. Donc là, l'impression 3D, c'est parfait. Et aujourd'hui, par exemple, Audi ouvre une usine à Ingolstadt pour ses outillages, les pièces fonctionnelles de voitures de luxe. Donc pareil, là, la révolution est enclenchée. Je ne serais pas étonné que d'ici quelques années, 2, 3 ans, 4 ans, même sur des voitures à 30, 40 000 euros, 20 000, on ait des pièces en 3D. Sur la plasturgie, là c'est machiavélique, un moule d'injection en usinage 3200 $, en impression en métal 46, voilà, tout est dit. Et sur l'injection plastique, de manière générale, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur des séries entre 5000 et 10 000 pièces, il faut se poser la question de faire imprimer les pièces en 3D, si au niveau mécanique c'est bon, plutôt que de concevoir un moule et faire de l'injection plastique. Donc là, tous les plasturgistes de la vallée du plastique à Iona et ailleurs, ils sont en train de se poser des questions sur la mutation de leur métier. Bon, mécanique et métallurgie, l'impression 3D en remplacement en complément de moyens traditionnels. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir de très bonnes qualités de surface également. Ça, c'est une machine de chez nous qui s'appelle la Polyprod, où on a fait l'effort, c'est une machine qui existe depuis 10 ans, on a fait l'effort de reconcevoir des pièces en 3D. On a dû gagner quelques centaines d'euros sur le prix de fabrication de la machine. Et il y a des pièces, donc avant tout était externalisé en termes de fabrication, maintenant il y a une dizaine de pièces qu'on fabrique chez nous en interne. On est sur la petite série, donc c'est parfait, là, c'est le cas idéal. Alors le médical, vous avez vu les dents, les couronnes, les gouttières, les guides chirurgicaux, donc là pareil, aujourd'hui les dentistes, s'ils n'y sont pas encore, ils vont y aller très vite. Les prothèses, orthèses, donc là c'est sur des semelles, mais ça peut être aussi sur des orthèses de tibia, de pied ou autre, on a un client sur Aix là-dessus. Des outils chirurgicaux, où là on va aller chercher des outils vraiment spécifiques pour des opérations de la microchirurgie ou autre. Tout ça, ça va être fabriqué en 3D. Et puis sur du vivant, donc là on commence à voir arriver de l'impression 3D de cheveux, de tissus graisseux, de tissus de foie. Donc pareil, d'ici quelques années, ça va être stabilisé, ça va arriver dans les centres de traitement. Le bâtiment, lui aussi, donc des maquettes d'architectes, bon ça d'accord, on comprend très bien l'intérêt, mais ça veut dire qu'on peut imprimer en 3D des pièces de grand volume. Et là, les architectes ils vont gagner des heures et des heures de travail pour la réalisation de maquettes. Des objets d'art, donc ici c'est un luminaire avec des impressions en 3D. Là, la maison, donc ça c'est une maison, je crois que c'est la première maison française imprimée en 3D. Donc c'est sorti il n'y a pas très longtemps, là c'est à Nantes. C'est un pilote qui est mené par l'université de Nantes. Bon, en gros ici vous voyez qu'ils ont un mur qui est constitué de boudins de polyuréthane, et à l'intérieur ils vont couler du béton. Bon, c'est des matières liquides, donc forcément ça s'est imprimé en 3D. Donc si on a un bras de grande dimension, on va pouvoir faire des grandes surfaces, des murs, etc. Et ici, alors là c'est pas de l'impression 3D, c'est la découpe jet d'eau. Donc ça c'est une façade de mur, enfin de bâtiment, je crois que c'est à Montpellier. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui ont été coupés au jet d'eau. Et là on peut faire, on part d'un plan 2D, on peut créer n'importe quel type de motif. On peut le mettre sur un bâtiment, une rambarde, etc. Donc ça va aussi modifier les métiers de designer et de construction du bâtiment. L'agroalimentaire, donc il y en a pas mal ici. Bon, du chocolat, des pâtes, etc. Donc là on va viser plutôt de l'artisanat, mais on va concevoir des unités ou des petites séries en impression 3D. La découpe jet d'eau, donc ça c'est utilisé depuis très longtemps au niveau agroalimentaire, notamment pour faire la découpe de viande. Ça commence à arriver dans les pâtisseries, je sais que je vois Carpentras, ils en ont acheté une il y a très pas longtemps. Donc ils vont couper des gâteaux, des plaques, des pizzas, tout ça au jet d'eau. Et dans les emballages, donc ici deux exemples, c'est sur la fabrication de moules ou de la validation de moules, et là c'est sur la gravure de bouteilles pour des petites séries spéciales ou autres. Donc là sur l'emballage, clairement, quand on va chercher des milliers d'exemplaires, on va être toujours sur du thermoformage ou autre, et malgré tout pour des petites séries ou de la validation de prototypes, c'est intéressant. En grande consommation, donc Adidas, ils ont passé un partenariat avec une boîte américaine qui s'appelle Carbon 3D, et là ils prévoient de produire 100 000 baskets imprimées en 3D en 2018.
Donc c'est un premier projet, mais là on a passé le stade du pilote, et aujourd'hui c'est 100 000 paires, quoi. Ici c'est un exemple de ce qui se passe chez Seb, donc j'en ai parlé tout à l'heure sur les pièces de rechange. Donc bon, là c'est un petit mixeur, donc il y a la partie rotative qui est ici, pièce originelle qui doit être moulée, et aujourd'hui donc les pièces de maintenance sont faites en 3D au plus près des clients. L'artisanat, donc la joaillerie, bon ben voilà, ici vous voyez, alors ici ce que vous voyez en jaune c'est le modèle de moule qu'on va faire en impression 3D. À partir de là on va faire un moule silicone ou autre. Et donc on va on va chauffer la pièce, le plastique va se sublimer, il va nous rester l'empreinte de moule et on va couler le métal dedans. Donc ça les joailliers, pareil, ils se régalent là-dessus. Bon, tout ce qui est menuiserie, ébénisterie, marqueterie, sur le travail du bois aujourd'hui ça marche pas mal aussi. Et sur le travail de la pierre, bon, enfin, après on pourrait... Ça c'est pour illustrer l'exemple, et on pourrait quasiment trouver des exemples sur tous les métiers. Et voilà. Donc, à vous d'y réfléchir. J'ai une question. Oui. Est-ce que bientôt on pourra déplacer l'imprimante 3D, la mettre par exemple sur un montant de fenêtre qui a été abîmé et permettre une réparation rajouter de la matière sur la pièce abîmée? Avec un robot, oui, c'est pas inenvisageable, quoi. Alors c'est sûr, si on est sur du bois, ça sera peut-être du mastic, peut-être du dépôt de mastic. Je pensais au plastique. Ouais, du plastique. Fenêtres PVC qui sont parfois... Ouais, ça, je connais rien là-dessus, mais c'est une idée à creuser peut-être. Mais oui, techniquement, d'un point de vue mécanique, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai déjà fait de l'archive de Milan, je crois qu'il avait fait un brin justement avec des souffleries et qui séchait le dépôt de fil au fur et à mesure, et qu'ils imprimaient directement sur les murs. Après, il y a un exemple que je n'ai pas montré, j'aurais pu le montrer aussi, mais à Amsterdam, ils ont fait un pont au-dessus d'un canal en 3D. Et le pont s'est construit tout seul avec un robot. Donc le robot, il avançait au fur et à mesure, il déposait sa matière, et au bout de 2 mois ou 3 mois, il est arrivé de l'autre côté du canal. Donc ça phosphore pas mal sur le sujet. C'est du rétro-ingénierie, c'est pas l'impression dessus, mais aujourd'hui ce qu'ils disent, c'est une boîte qui est à Paris qui s'appelle Rémi Garnier, qui font une analyse tomologique pour savoir quelle est la matière, scan 3D, reverse engineering en 3D, impression 3D, soit pour le moule, soit pour un modèle utilisable. Et ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que j'ai ça. J'avais une question juridique. Quand on veut faire de la reverse engineering, vous avez parlé. La question évidente qui vient derrière, c'est comment on protège la chaîne de valeur de l'industrie automobile, par exemple. C'est une des questions. Ouais. Je sais pas là-dessus, je suis pas trop pointé sur les aspects juridiques, mais ouais, c'est un problème qui va se poser, quoi. C'est-à-dire que demain, sur de la pièce détachée, par exemple, on pourra... La vraie valeur, c'est l'accès au plan, quoi. Voilà, on pourra très facilement reproduire des pièces, quoi. Et encore. Après, de toute façon, ça va modifier les pratiques commerciales, c'est certain. Aujourd'hui, des fabricants qui font des marges de folie sur la pièce détachée, peut-être que demain... C'est un peu ma question. Et du coup, il faudra que ce soit meilleur sur le service et sur... tout à l'heure, beaucoup de copies de pièces automobiles qui viennent d'un scan de rétro-ingénierie. Le scan est très utilisé. Après, comme on disait avant, il faut aller plus vite, quoi. Les fabricants, il faut qu'ils anticipent ça. Il faut se projeter que notre propre client aura son imprimante 3D. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va beaucoup moins vite Oui. que ce qu'on pensait il y a 10 ans. Alors, chez le particulier, oui. Parce qu'en fait, il y a... Mais même dans l'industrie, le pôle européen de test partout, il a acheté la 2e machine fusion laser sur poudre, 15 ans. Machin, et ils imaginaient les 2 que ce serait quoi. Ouais, Après, il faut le temps, il y a beaucoup d'inertie. Ouais, voilà, Il y a 1 an et demi, je suis allé au... ça reste des cycles longs, c'est ce que je veux dire. Je suis allé au RIST à Valence, le salon de la sous-traitance. Du coup, je fais un peu le tour, je demande aux ingénieurs d'honneur à la pression 3D, vous avez acheté une machine, vous y mettez. Non, c'est de la rigolade. Ils ne voyaient pas, quoi. C'était un jouet pour eux. C'est vrai qu'on en parle plutôt, les petits imprimantes dans les collèges pour faire amuser les enfants, etc. Plus dans les collèges que chez les industriels. Mais ça m'a choqué, quoi. Ces gens-là, il faut qu'ils comprennent parce que dans 5 ans, ça sera trop tard, ils seront largués, quoi. C'est pas parce qu'ils sont plombés par des... Enfin, plombés. En tout cas, ils sont sur des sites d'investissement ou des types. Aujourd'hui, je veux faire des assemblages d'usinage en impression 3D. Avec 5 000 €, j'ai une machine, ou 10 000 €, j'ai une machine qui me fait 40% en 3 mois. C'est qu'ils ne comprennent pas, ils n'avancent pas, quoi. Il y a 10 ans, une société
Là, c'était tout du matériel médical, de l'outillage invasif. Protégé, mais de l'outillage invasif. Ce n'est pas des implants, mais de l'outillage. Ils ont fait une analyse, ils voulaient acheter une imprimante 3D pour faire du prototype, parce que l'ergonomie de l'outil, etc. On amène une pièce, on la regarde, on en prend 2, ça a remplacé 8 pièces différentes qui étaient assemblées à la main. Il me donne un nouveau plan. Le surlendemain, on vient avec les 2 pièces, et il nous passe une commande qu'on n'avait jamais pris de consommable. Vous allez faire combien de protos demain, mais vous oubliez, là, on ne fait pas de protos. La semaine prochaine, on arrête la sous-traitance de quasiment toute la chaîne et ils sont partis en fabrication direct. Le remplacement, on s'en fout. On pète la coque, elle nous coûte 10 €. Ils étaient à plus de 100 € la fabrication de toutes les pièces. Et les injecteurs d'avion dont je parlais, c'est une pièce, je crois qui est de LIP, qui a remplacé 19 pièces différentes. Donc qui étaient ensuite soudées. Donc la soudure, il fallait radiographier. Enfin, ils ont dû gagner, c'est monstrueux le gain. Là, la commande qu'on a prise, la première commande, la machine de tous les consommables, 18 millions, on parle de rien. Enfin, c'est juste le courage l'intérêt, la curiosité de regarder comment ça peut modifier le business model et de se dire, ok, j'y vais. 18 000 €, c'est... Il faut une société qui accompagne également la mise en place, les premières conceptions de pièces, etc. Mais une fois qu'on a ça, c'est parti. Il n'y en a pas beaucoup qui font marche arrière. Du coup, en vrai, il y a des exercices sur le monde viticole pour créer des nouveaux emballages. Quand vous expliquez les machines, a priori, il y a une grosse source de plastique, et avec l'évolution des nouvelles normes écologiques, il n'y a pas un frein au développement de vos machines. Après, il y a beaucoup de recherches sur les plastiques aujourd'hui, donc notamment des plastiques renouvelables ou quasi renouvelables, biosourcés. Le PLA, qui est une des matériaux les plus utilisés, c'est de la molécule d'amidon. Bon, après, il restera toujours des plastiques un peu sales, mais puis il faut bien se dire que on produit que le matériel dont on a besoin. Donc aujourd'hui, quand je fais de l'usinage plastique, je vais prendre un gros brut d'usinage, il y a des copeaux il y a plus de copeaux que de pièces quasiment. Aujourd'hui, j'ai que la matière nécessaire pour la pièce. Et en plus, à l'intérieur, il y a un nid d'abeilles. Donc ça veut dire que je vais encore alléger ma pièce. Donc au global, je pense qu'on n'est pas trop mal là-dessus, sur le bilan carbone. Le gros gap à passer pour l'additif, ça va être les caractérisations, notamment sollicitation en fatigue, par exemple, fatigue mécanique ou autre. C'est là où on a vraiment encore un gap sur certains points. Sur des métiers de pointe, comme l'aéronautique, etc. Alors, je vais vous citer une anecdote qui a quelques années maintenant, mais bon, tout va très vite. J'étais aux États-Unis, je donnais une conférence, et puis juste le gars qui suivait après moi, il avait un uniforme des étoiles, puis je l'ai écouté, c'était un général ou un amiral. Le gars, il était en charge du maintien opérationnel des avions de combat qui sont avec US Navy, c'est-à-dire montés sur des porte-avions. Puis le gars, il a expliqué qu'avec l'additif, il allait pouvoir gagner un certain temps pour la mise à disposition de ces aéronefs, parce qu'un avion aujourd'hui, il est calculé pour 35 ans. Mais les budgets des États font que ça dure 37, 38, 39 ans, sauf s'il y a un missile, évidemment. Et il a entrepris tout ce travail-là pour gagner du temps sur ses rapprovisionnements, mais aussi sur la place, le volume occupé à bord de l'avion. Parce que sur un avion, ils emmènent des avions, sur un porte-avions, pardon, ils emmènent des avions, ils emmènent des carburants, ils emmènent des munitions, et puis ils emmènent des pièces détachées. Et en gros, au lieu d'amener des pièces détachées, maintenant ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une machine, un sac de poudre, une disquette. Je schématise avec la disquette. Mais... ouais, le sac de poudre aussi, ils ne sont pas passés à Carrefour. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions.